One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليس الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضراء. عدولو. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور وتولي الكوندور. كوندور, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Club Mondial, votre rendez-vous quotidien consacré à la Coupe du Monde 2026 sur Al24 News. Au programme ce soir, le compte à rebours est lancé avant le très attendu Algérie, Suisse à 2 jours du rendez-vous. Les Verts entrent dans une nouvelle dimension avec leur premier match à élimination directe. En face, une Suisse expérimentée qui prépare minutieusement son défi algérien, comme l'a rappelé son sélectionneur Murat Yakin. Nous reviendrons également sur l'une des sensations de ce mondial, la qualification historique du Paraguay aux dépens de l'Allemagne. Une nouvelle désillusion pour la Mannschaft 12 ans après son sacre mondial de 2014. Et enfin, nous reviendrons sur la victoire de la Norvège face à la Côte d'Ivoire. Et pour en parler, je suis accompagnée, comme à chaque fois, par nos consultants. Sur ma droite, Karim Atmour. Bonsoir Karim. Bonsoir Khadija, bien revenu à toi. Merci. Tu as dit tu es accompagné, est-ce que c'est plutôt nous qui sommes accompagnés cette fois-ci? Merci, oui, vous êtes accompagné par Khadija Dawi. Je suis heureuse d'être là, Khaled. Bonsoir Khadija. Et à côté de Karim, Jamal Rachdi, bonsoir. Bonsoir Khadija, bon retour. Merci. Et en face de lui, Mostafa Maza. Bonsoir Mostafa. Bon retour Khadija, bonsoir. Merci beaucoup. Installez-vous, mesdames et messieurs, confortablement. Le débat commence maintenant dans Club Mondial. Allez, l'équipe nationale algérienne a effectué ce mardi sa dernière séance d'entraînement à Kansas City avant de s'envoler pour Vancouver au Canada où elle affrontera la Suisse. Donc l'Algérie va retrouver la phase à élimination directe d'une Coupe du Monde avec l'ambition de franchir un nouveau palier avec un défi suisse qui nous attend en 16e de finale. Karim, vous allez ouvrir le bal ce soir. Sur quelle question? Sur savoir... Sur quelle question? Sur la phase à élimination directe à la Suisse. Non, mais voilà, en tout cas, ils décollent, ils vont là-bas, c'est bien. Y a pas... Le temps d'adaptation sur place, il va être très court. Il faudra encaisser le voyage, parce que comme tu disais hier, Jamel, c'est une petite trotte. Décalage horaire et puis le voyage. Donc ça va peser sur l'organisme. Près de 5 heures de vol. 5 heures de vol. C'est comme si d'ici vous jouez à Dubaï. Donc partir c'est quoi, 2 jours avant le match? Oui. De toute façon ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'autre choix. Mais ça met un petit moment pour encaisser ça. Donc en fait ils sont que sur de la récupération. Donc Jamel, nouvelle ville, un long voyage, décalage horaire et un défi suisse en face. Si on gagne ce serait chouette, parce qu'on reste là-bas. On reste au Canada. On reste à Vancouver. Ah si bon? On gagne, oui. On va jouer par la suite à Vancouver aussi. Et l'écart, on va revenir à Kansas. Par contre, la Suisse a un avantage, elle a joué déjà à Vancouver. Donc, ils seront un peu plus avantagés. C'est vrai que c'est un peu long, mais bon, je pense que
À San Francisco aussi, c'était long. Ils ont pris le temps de se réadapter, même au décalage horaire, etc. Donc je pense que c'est une étape parmi tant d'autres qu'il faut affronter avec, et être dans le meilleur état d'esprit, c'est tout. Nous avons un match à élimination directe. Il y a des huitièmes de finale qui s'ouvrent devant nous. Je pense que c'est une opportunité extraordinaire. Honnêtement, parce que nous avons des chances avec cette équipe suisse, et même par la suite, si on doit voir le tableau qui nous est réservé. Allez, au-delà. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Avant de l'avoir tué, justement. Donc, Khaled, au-delà du voyage, au-delà de l'entraînement ou de la dernière séance d'entraînement à Kansas City, donc après une phase de poule globalement réussie, ça sera le défi, ça sera dans un match coup près. Bien sûr. En fait, après que les objectifs ont été atteints, c'est vrai qu'il y a cette récupération qui va être importante, mais nouvelle étape, nouveau tournoi. Match à élimination directe, donc la majorité des joueurs sont excités à l'idée d'aller affronter la Suisse. Donc je pense que ça va être un facteur qu'on va prendre en compte, dans la récupération notamment. Ils vont récupérer plus vite. Et comme l'a dit Jamel, une équipe qu'on respecte énormément, une belle équipe de Suisse, mais une équipe, je pense, abordable si on joue avec nos forces et avec beaucoup d'envie, ce qu'ils ont montré lors des 2 derniers matchs. Donc on est dans une dynamique positive, pourvu que ça dure. Et puis, Mustapha, la phase de groupe a-t-elle suffisamment préparé, on va dire, l'Algérie à ce type de rendez-vous? Match à élimination directe, entre parenthèses. Les matchs se voient là, en Coupe du Monde. C'est pratiquement toutes les mêmes. Ils ont toutes leur importance. On a vu, c'est vrai que l'Algérie, dans l'entame, a été très difficile, l'entame. Après, Doudou, ils ont commencé à avoir confiance et prendre les choses bien en main, surtout lors de la deuxième mi-temps contre la Jordanie, après le 3e match, une petite finale. Je pense que contre la Suisse, ça va être aussi un match aussi important, qui peut-être, on verra notre équipe nationale jouer avec tous les moyens, et j'espère qu'on va récupérer Amora aussi. Voilà, ça va être très difficile, c'est vrai que la Suisse, c'est presque le même style de jeu, presque je veux dire, le même style de jeu de la dernière confrontation de notre sélection, voilà, l'Autriche. Donc je pense qu'avec une bonne récupération et acclimatation, je pense que l'Algérie pourra enfin franchir ce cap. Et puis on dit que... En fait, les conditions du match ne sont pas les mêmes. Entre jouer un match de poule et un match à élimination. Et justement, on dit que c'est un football différent, les matchs couperés, justement. Qu'est-ce qui caractérise ce genre de match? L'équipe n'a rien à perdre, c'est-à-dire où elle passe, où ça passe ou ça casse, comme on dit. On n'a rien à perdre. Donc, oui, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut il va avoir les nerfs solides, il faut avoir le tempérament pour aller jusqu'au bout. C'est tout. Donc, mais bon, les choses ne seront pas faciles, c'est clair. Mais je pense que nous avons les moyens aussi de damer le pion à cette équipe suisse. On a toujours dit, si on joue à notre véritable valeur, Khaled l'a très bien signalé, parce que si on voit, par exemple, Aouar, il reprend, si on voit aussi Riyad le milieu de terrain, Riyad aussi, donc on pourra situer notre véritable position. Donc je pense que c'est vrai que ça va être très compliqué, ça va être très difficile contre la Suisse, mais ça reste quand même, si on joue à notre véritable valeur, je pense qu'on pourra les battre. Karim, les matchs à élimination directe se jouent sur des détails. Vous avez joué ce genre de match à la CAN, en Coupe du Monde. Quels sont ces détails, justement? Les détails, c'est la gestion du match. C'est-à-dire que déjà, alors, c'est les scénarios et les stratégies. Généralement, les équipes, elles disent bon, on va pas trop se livrer parce que tant qu'on prend pas de but, on n'est pas éliminé. Alors que si on va trop vers l'avant et qu'on en prend un ou deux, après c'est compliqué. Je sais pas là sur les matchs à élimination directe, là tous les résultats, s'il y a eu des gros scores. Pas vraiment. Donc il y en a eu moins que alors que dans les matchs de groupe, on a eu des cartons. Donc voilà, ce qui montre exactement. Oui, parce que ça c'est un petit peu équilibré aussi. En fait, il y a entre les premiers et deuxièmes généralement. C'est pour ça que il n'y a pas eu de. Il y a l'enjeu aussi. Il y a l'enjeu aussi, Jamel. Il y a l'enjeu aussi. L'enjeu qui fait que tu es plus prudent. Voilà, tu es plus prudent. Donc il y a ça. Nous, alors, nous concernant entre la Suisse et l'Autriche,
Le sentiment général, un petit peu, c'est que tout le monde est un peu plus confiant pour le match contre la Suisse que contre l'Autriche. Oui. C'est le sentiment que j'ai un petit peu. Exactement. Tout le monde est positif. Par rapport à la Suisse et attend plus facilement en fait la victoire de notre équipe nationale que contre l'Autriche. Que contre l'Autriche. Pourquoi, à votre avis? Est-ce que c'est juste déjà? Non, L'enjeu n'était pas le même. Non, on ne contrôle pas plus notre enthousiasme, c'est tout. On se voit déjà aller au quart de finale et rencontrer l'Argentine aussi. Pourquoi pas? Est-ce qu'on a tendance à sous-estimer, entre parenthèses, cette équipe suisse? Il ne faut jamais sous-estimer aucune équipe, dans tous les cas. Je pense pas qu'on la sous-estime. Je dirais même que peut-être qu'ils sont légèrement favoris. Mais sauf que par exemple, entre l'Argentine et l'Algérie, on savait qu'ils étaient favoris. Entre l'Algérie et la Jordanie, on savait qu'on était favoris. Là, c'est un peu plus équilibré. Avec l'Autriche, c'était un match compliqué, mais en fait, on n'avait pas le baromètre, on a l'impression. Si, on n'était pas très loin. Je reprends ce qu'a dit l'ami Karim la veille du match. International autrichien, qui nous voyait... Michael Lindell. Un petit coucou à Michael Lindell. Ça l'a marqué, Michael Lindell. C'était Michel en plus. Michel, allez. C'est Michael comme Michael Lindell. Elle s'est ramenée du chocolat, c'est tout. Oui, je vous laisse terminer, désolé. Non, pour te dire que même leur perception à eux, c'est qu'on est quasiment pareil. Sauf que l'enjeu, on n'a pas besoin de gagner, ni eux. Donc le match, il a différentes lectures. Là, ça va être un match avec une élimination directe, avec des joueurs qui vont se donner à 100%, ils vont essayer de trouver l'équilibre entre pas trop se livrer, mais en même temps essayer de se livrer. Donc non, ça va être un match compliqué, mais abordable. Ok, allez, on va s'arrêter. On va écouter à présent la déclaration de Murat Yakin, le sélectionneur de la Suisse, qui a insisté sur la préparation minutieuse du match contre l'Algérie. On l'écoute. Nous avons suivi ensemble le match Algérie-Autriche en équipe à l'hôtel. C'était un match passionnant et ces dernières minutes ont été d'une grande intensité. Nous nous préparons maintenant intensivement à affronter l'Algérie. Ce sera l'occasion de retrouver Vladimir Petkovic, que je connais de nos confrontations précédentes en Suisse. L'Algérie est un adversaire très intéressant, qui compte de nombreux joueurs dotés d'excellentes qualités individuelles. Nous attendons ce match avec impatience. Et puis, les Suisses semblent considérer les Verts comme un adversaire sérieux et difficile à manœuvrer. Jamal. Oui, parce que c'est pas dans leurs habitudes aussi de ne pas respecter les adversaires. Les gens jouent, ils ont une culture où il faut vraiment respecter l'adversaire, essayer de le battre et c'est tout. Et après, pavoiser. C'est-à-dire qu'ils ne font pas la fête avant d'avoir gagné, c'est tout. Je pense que il connaît la valeur de notre équipe, il connaît aussi l'entraîneur qui a été son boss un petit peu, parce que c'était l'adjoint de Petkovic à un certain moment. Et il a pris le flambeau par la suite. Mais bon, mais je pense qu'il a suffisamment de connaissances sur l'Algérie maintenant. Et c'est surtout que aussi, si je peux compléter ça, avec la qualité des joueurs individuels. Souvent, on pose la question de savoir... Si on fait le comparatif des effectifs, là, l'Algérie, individuellement, a pas mal de postes, on est meilleur qu'eux. Oui, effectivement. Donc... Et puis, la moyenne âge aussi de l'équipe suisse, c'est entre 30 ans. C'est un effectif... ça peut être un avantage pour eux, ça veut dire qu'ils ont plus de l'habitude de jouer ensemble que nous. Plus de cohésion. La cohésion, elle est plus forte. Ils n'ont pas de changement comme nous, on la connaît dans le 11 de départ. Et plus d'expérience aussi dans les matchs à élimination directe aussi. Ils ont plus de matchs ensemble. Il y a des joueurs qui de l'ère Petkovic. Akanji, c'est Petkovic qui l'avait placé. Chaka. Chaka, oui. Bon, il n'a plus Shaqiri sur lequel il se basait, mais maintenant il a d'autres. Un Dumbo, je pense. Un Bolo aussi devant. Un Bolo. Je sais pas. Non. Et puis les propos, moi je voudrais revenir sur les propos du sélectionneur suisse. Est-ce que c'est une forme de prudence ou simplement un respect entre de grandes nations habituelles? Non, c'est le respect de l'adversaire tout simplement. L'Algérie est en 16e de finale au même titre que la Suisse. Donc aujourd'hui on part à armes égales. Donc il sait qu'il y a des points forts et des points faibles dans cette équipe et qu'il ne va pas les mépriser, au contraire. Après, comme l'a dit Karim, ça va être deux styles différents. Une équipe, une cohésion contre une équipe où il y a peut-être un peu plus d'individualité. Donc ça va être un bon match, je pense, et très équilibré. Maintenant, voilà, ça va se jouer. Vous savez, la différence entre les matchs de poule et les matchs à élimination directe, il est mental, avant tout. Donc c'est celui qui va gérer... Voilà, non, je dirais sur ça, eux, ils ont une carte qu'on leur a offerte. Laquelle ? Parce que quand je disais, par exemple, face à l'Argentine, le sélectionneur, j'avais donné le discours la veille en disant qu'il allait flatter l'Algérie et qu'il allait dire que du bien de nous. Là, moi, si je suis le sélectionneur de la Suisse,
tout chez nous en Algérie, tout le monde a dit non, pas l'Espagne, la Suisse, pas l'Espagne, la Suisse. Bah, moi, je leur dirais, les joueurs suisses, regardez ce qu'ils disent les Algériens sur nous. Montrez-leur justement que... Il aurait mieux fallu tomber contre l'Espagne. Voilà, ils auraient mieux fait bien sûr. Exactement. Donc ça, c'est un argument sur lequel moi j'ai pensé, c'est bon. Ça sera une source de motivation de plus. Oui, la communication, c'est une forme de respect aux adversaires. C'est normal que, vu que l'Algérie, je pourrais dire, a gagné l'Autriche à un certain moment. Donc, je pourrais dire que pratiquement, c'est le même adversaire. Donc, je pense que au vestiaire, je ne pense pas que ça sera la même communication avec les joueurs. C'est-à-dire donc, les choses vont changer. C'est vrai qu'ils respectent l'adversaire. C'est vrai qu'on a de très bons joueurs. Eux aussi, ils ont un très bon groupe avec de l'expérience. Chaka, Freuler, Mbolo, de très bons joueurs aussi. Et à élimination directe, je rebondis sur ce qu'a dit Khaled. Ça va jouer plus sur le plan mental parce que l'Algérie, je pense qu'elle monte en puissance. Avec un match et demi, je pense que l'Algérie a fait de bonnes choses après la défaite de l'Argentine. Je n'ai pas compris quand tu as dit que ça ne sera pas le même discours dans le vestiaire. Tu parlais de quoi? Parce que le sélectionneur, quand il parle à la presse, c'est pas le même langage qu'il parle au vestiaire, dans les vestiaires. Mais malgré tout, je pense qu'il y a un respect sincère. Il y a un respect sincère de l'adversaire. Je ne pense pas que c'est un double discours. Par contre, oui, c'est vrai qu'il y aura des éléments de motivation, notamment le fait que, entre guillemets, on aurait préféré avoir la Suisse que l'Espagne. Mais après, il respecte aussi le football, pas forcément l'Algérie. Quand on voyait hier l'Allemagne avec le Paraguay, il sait que, on va dire, entre guillemets, comme je l'ai dit, l'outsider, même si on est peut-être outsider, 55-45, il sait qu'on peut les battre. Donc il respecte le football avant tout. Et puis Petkovic pourra dire la même chose aussi. Absolument. Il pourra dire qu'on a voulu la Suisse, et ben, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Bien sûr. Exactement. C'est à peu près l'opposé de ce que dit Murat. Oui. Et puis Karim a parlé d'avantage pour les Suisses, et nous on a un autre avantage. C'est que le sélectionneur connaît très bien cette sélection suisse. Oui. C'est pas un avantage, ça? Oui, c'en est. Bah forcément. L'expérience de Petkovic, ça c'est un grand avantage, n'est-ce pas? Non, mais bien sûr, oui, il a... Moi, je pense qu'il connaît l'état d'esprit beaucoup plus, parce que entre 2021, là où il a quitté l'équipe suisse, et son remplacement par Mourad Khatine, je pense qu'il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, comme on dit. Les choses ont évolué, le changement de physionomie, le changement de stratégie de jeu. C'est pas le même groupe. C'est pas le même groupe, bien sûr. Il y a quelques éléments que Petkovic connaît, mais il y a d'autres éléments qui sont plus jeunes, qui viennent d'arriver, qui viennent d'intégrer l'équipe suisse. Et c'est même le changement global du jeu de l'équipe suisse qui a changé. Parce que lorsqu'on avait Shaqiri, c'était lui le patron, le grand patron, maintenant c'est Chaka. C'est un petit peu le métronome de cette équipe. Et il faudra peut-être penser à maîtriser ce joueur. Et Petkovic, il habite où? Il habite où, le Petkovic, le coach? Comment il habite où? Il habite en Suisse. Il habite en Suisse, oui. Donc non seulement il les a eus, en plus de ça, il habite là-bas. Donc forcément, on reçoit les informations de manière continue. C'est ses amis qui sont là dans la fédération. Donc s'il y a un coach qui peut bien préparer ce match-là, normalement c'est lui. Peut-être qu'il détient les clés pour faire tomber cette sélection suisse. Il a été combien, 15 ans? Il a été combien dans la fédération? Il a été le sélectionneur pendant combien d'années? 7 ans, je pense. 7 ans. C'est pas rien. Didier Deschamps, il a 7 ans que... Ils ont pas 12 ans. Et son heure de gloire, c'était l'élimination de la France. Voilà. Et c'était 8e de finale de Coupe du Monde. Championnat d'Europe. 8e de finale de Coupe. Quart de finale. Comment? 8e de finale aussi de Coupe du Monde. Oui, et quart de finale du championnat d'Europe. Oui. Bon, après, ils avaient un autre effectif que celui-là à l'époque de la Suisse. Mais il avait des individualités aussi. Voilà ce que j'allais dire, ils avaient une équipe. Et là, c'est une équipe qui joueur qui est arrivé pratiquement tous en Bundesliga. Non, c'est pour ça, de toute façon. Bien sûr que ça va lui donner quelques clés, mais chaque match est différent. Chaque génération est différente. Donc il va avoir quelques clés pour pouvoir préparer ce match. Mais Yakin va peut-être aussi se servir de ça pour pouvoir essayer de le déjouer, pour le surprendre. Donc ça va être un match dans le match, comme je vous l'ai dit. Et mon avis très équilibré, avec, j'espère, celui qui sera le plus solide mentalement passera cette étape. Et puis il y a aussi la maîtrise émotionnelle qui sera l'une des clés de cette rencontre,
Mustafa? Je n'ai pas entendu. La maîtrise émotionnelle qui Oui. sera l'une des clés de cette rencontre. Oui, c'est normal. C'est dans tous les matchs, hein. Surtout les matchs importants comme celui de notre sélection. C'est vrai que mentalement, je pense qu'on sera au top. Il faut juste être lucide, bien là, essayer de gagner les premiers duels. Après, ça va dérouler, je pense, hein, parce que si on voit notre équipe nationale avec le match qu'ils ont fait, je pense qu'on a tous les moyens. Je l'ai toujours dit, j'avais cru en cette équipe. Et aussi à notre leader, Riyad Mahrez. Donc, je pense que ça va être difficile. C'est vrai que ça va être difficile parce que c'est un 16e de finale. C'est pas rien, mais je pense qu'on a les moyens. On a les moyens d'essayer de les pousser et de convaincre notre jeu et d'imposer notre jeu et essayer de passer ce tour. Si on joue vite, si on joue vraiment vite, et comme on a l'habitude de jouer, je pense qu'on peut déstabiliser cette défense parce qu'elle paraissait quand même assez lourde un petit peu, à l'image de Akanji. C'est un joueur quand même très très lourd, mais bon, on ne sait pas comment que ça va être par la suite. Et puis, on aura demain et après-demain les clés. On reviendra sur ce match, sur les clés de ce match et sur le profil tactique de l'équipe suisse. Allez, on enchaîne avec la plus grande surprise de ce mondial 2026 et c'est l'exploit historique du Paraguay et l'élimination précoce de l'Allemagne après une séance de tir au but. Khaled, complètement ratée du côté de la Mannschaft. Absolument. En fait, à l'image de leur match, surtout la deuxième mi-temps, malheureusement, ça se suit, ça perdure. Comme tu l'as dit, depuis 2014. Les deux dernières éditions, ils ne passent pas le premier tour. Là, ils partent en 16e. Avec la nouvelle configuration, c'est comme s'ils sortaient au premier tour aussi. Donc, non, une vraie déception. Une vraie incompréhension aussi. Mais bon, comme disait Karim, le foot a changé. Le foot a changé. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. C'est pour ça que je reviens sur le discours de Yakin. Il respecte le football. Il sait que ça peut aller très vite dans tous les sens. Et grosse déception, vraiment. Une grosse déception allemande où, allez, faut-il davantage parler de l'exploit du Paraguay ou de la désillusion de l'équipe d'Allemagne? Il faudrait parler de la Mannschaft avant, sans enlever le mérite à cette équipe paraguayenne qui s'est battue, qui s'est sacrifiée l'un pour l'autre pour décrocher ce résultat, cette qualification tant méritée, je pense. Méritée. Oui, méritée. Si on voit la Mannschaft depuis 2014, ils ne gagnent rien. Ils ont beaucoup perdu. Ils ont perdu leur identité de jeu, cette rigueur tactique, quelques individualités aussi, et aussi un bon attaquant qui met toutes les actions de leur équipe dans les buts. Donc pour moi, je parlerai avant de cette équipe allemande. Après, tout le mérite revient à cette équipe paraguayenne qui mérite le respect. Et je pense que le football américain, sud-américain, si on doit parler du football sud-américain, dans ces tours, il va en force. Si on voit le Paraguay, l'Argentine, le Brésil, Colombie. Voilà, la Colombie et toutes ces sélections qui montent en puissance. Et c'est la première, Karim, sensation de ce mondial, une élimination précoce qui fait mal au football allemand. Non, mais clairement, alors, je regardais un peu la presse et en gros, j'avais vu un ou deux articles dire... C'était pas clément du tout. Ils ont dit, alors il y avait aussi, j'avais un truc qui m'avait marqué en disant le football a perdu, une équipe est venue jouer, une est venue détruire le jeu. C'est comme ça qu'ils analysent un peu en disant... Ils ne se remettent même pas en question. Oui. Non, mais après, si, il y avait par la suite d'autres où ils mettaient... En tout cas, là, émotionnellement, ils ont répondu comme ça, en disant forcément, il y avait une équipe, l'Allemagne, qui voulait plus jouer, qui dominait un peu l'adversaire, et l'autre qui était plus à essayer d'attendre et de contrer, et essayer de bloquer, mais ils ont joué avec leur force. L'attaquant qui joue à Strasbourg, c'est lui qui a été, et c'est là où on parle en fait de... Le Paraguay qui arrive à mettre en difficulté l'Allemagne, nous, l'Algérie, on a des individualités qui sont supérieures à eux. Exactement. Donc pourquoi eux, des équipes, tu es en train de dire des équipes sud-américaines, ils sont en capacité de mettre en difficulté des grandes nations et d'éliminer des grandes nations, alors que nous, on a des individualités à chaque poste qui est supérieur à ces pays-là. Donc en fait, l'enjeu il est aussi psychologique. C'est-à-dire gestion des émotions, gestion de l'événement. Il faut parler du collectif Karim aussi.
La mentalité aussi. Voilà, la mentalité, c'est la mentalité aussi. Voilà. Après, ils étaient là, ils étaient agressifs, c'est un football agressif. Après, ils jouent avec leur qualité, ils ont conscience de leurs différences par rapport aux autres. Mais moi, je pense que c'est un élément important. Tu as vu, quand Moustapha il parlait du football sud-américain, ils ont encore gardé cette agressivité, cette roublardise. Quand tu regardes dans le foot mondial, c'est devenu lisse. Tu as l'impression qu'ils sont naïfs, les joueurs. Et l'Allemagne, hier, tu sais que ça va être comme ça, qu'ils vont jouer à 10. Tu peux pas te livrer comme tu t'es livré 1 ou 2 fois. Et les Paraguayens, mais au même titre que les Argentins, de temps en temps, ils viennent, ils te mettent un petit tapet, ils te laissent par terre, ils te font sortir, et tu prends un rouge. Mais tu sais, j'ai réfléchi à ça. Et moi, c'est là où ça a changé. Et malgré tout, les Sud-Américains, ils ont encore gardé leur identité par rapport à leurs prédécesseurs. Oui. Et c'est ce qui fait qu'ils sont toujours compliqués à jouer. Je me suis posé la question par rapport à ça, parce que je réfléchis, j'ai analysé. Je me disais pourquoi en Europe, et tous les joueurs qui jouent dans des championnats qui sont médiatisés, où il y a la VAR, spécialement, ben justement, ils perdaient un petit peu tout ça. Est-ce que c'est pas justement le fait qu'il y ait ça et qu'on se dise, ben, ça sert à rien que tu râles, ça sert à rien que tu donnes un coup, parce que il y a la vidéo derrière qui va te checker, qui va pouvoir te mettre carton jaune, alors qu'avant, il y a 10 ans, il y avait plein de coups qui se donnaient qu'on voyait pas à l'écran. Et du coup, en Amérique latine, eux, ils n'ont pas la VAR à tous les matchs, donc ils peuvent encore donner tous ces petits coups-là. Donc ils ont encore ces petits réflexes de provocation, de ci, de ça. Ce que tu ne peux plus avoir ici, parce que tu as des caméras partout dans tous les stades, et si tu le fais, c'est pour ça que ça est en train de se... On l'a vu de se stériliser un petit peu. Hier, mais c'est l'arbitre qui est toujours dans la même situation. Même les arbitres. L'arbitre brésilien, hier, a trop laissé jouer lors du match Maroc... Néderlande, Pays-Bas. Okay. Il a trop laissé jouer, d'ailleurs au point où les gens ont commencé un petit peu à gesticuler. Jamel, excusez-moi, juste on va sortir pour une page de pub et on revient. Je reviendrai vers vous pour parler de cette désillusion allemande. Allez, bienvenue dans la deuxième partie de Club Mondial. On parlait de l'élimination de la Mannschaft face au Paraguay. Et Jamel, 12 ans après le sacre de 2014, la National Mannschaft est en crise. Ah oui, depuis pas mal de temps, elle est en crise. Et on pensait à chaque fois qu'avec le réservoir qu'il y a comme joueur dans le championnat d'Allemagne, les joueurs allemands notamment, on pensait que c'est une équipe qui allait se reconstituer. Mais finalement, depuis 2014... c'est l'année de leur consécration au Brésil. On n'a plus revu cette équipe qu'on connaissait, c'est-à-dire ce football rigoureux, ce football direct qui s'imposait de lui-même. Maintenant, ça y est, on a vu hier une équipe du Paraguay qui n'a rien lâché, qui les a vraiment bousculés. Bon, c'est vrai qu'ils ont marqué un second but qui a été annulé, mais toujours est-il que sur l'ensemble du match, on n'a pas vu une grande équipe d'Allemagne. Dire qu'elle méritait sa sortie ou d'être se qualifier, c'était la même chose pour moi, parce que les deux équipes n'ont pas livré le match qu'on attendait, honnêtement. Sur le plan technique, je dis. Il y a trop d'accrochages, trop de trucs. Donc c'est pour ça que je me suis dit que le Paraguay, je pense qu'ils n'iront pas loin eux aussi. Hein, parce qu'avec le prochain tour, ce sera probablement contre la France, donc avec une équipe française qui est en train de tout balayer sur son chemin. Je pense que ça va être un peu difficile pour eux. Il faut parler aussi de la relève, la relève de la Mannschaft, qui n'est pas du tout au niveau de la génération Philipp Lahm, Schweinsteiger, Toni Kroos, etc. Alors, ouais, j'en avais déjà un petit peu parlé, mais je peux le répéter encore une fois pour ceux qui n'avaient pas vu. En fait, le sujet en Allemagne, et ça, c'est ce qui nous forme. Moi, je passais mes diplômes d'entraîneur là-bas pour comprendre le contexte. Donc voilà, je sais ce qui se passe dans les formations. Et on doit faire un recyclage régulier de formation là-bas pour pouvoir garder notre diplôme d'entraîneur, sinon on le perd. Donc on est tout le temps en contact là-bas, en tout cas moi je le suis. Et en fait, le constat, il était simple. C'était... Le football futur, il va être basé sur des individualités. Donc c'est un joueur capable de dribbler. C'est pour ça que je dis tout le temps qu'en Algérie, on a un potentiel de dingue, parce qu'on a beaucoup de dribbleurs, on a beaucoup de joueurs capables d'éliminer. Et en Allemagne, ils ont fait le constat qu'ils n'en ont plus. Et après, ils ont essayé d'analyser, comprendre pourquoi la France, elle en a un petit peu, et pourquoi eux, ils n'en ont pas. Et le constat chez eux, c'était de dire, c'est sociétal en fait. C'est parce qu'il y a toutes les cités qui ont disparu.
En tout cas, il y a des grosses politiques sociétales qui font que il n'y a plus les blocs et les cités où les jeunes ils peuvent aller, ou les places de jeu où les jeunes peuvent aller après l'école jouer au foot face à d'autres jeunes. Et donc ils rentrent chez eux et puis ils jouent soit au mieux dans leur jardin ou sinon ils sont devant l'écran en train de jouer à la PlayStation. Et du coup, ça forme plus cette créativité-là. Et les joueurs, ils rentrent seulement dans des écoles de foot, dans des académies ou dans des centres de formation. Et ils n'ont plus ce football de rue-là. Donc, mais pourtant, ils ont quand même une très forte communauté de différentes nationalités. Bon, ils avaient des tueurs. C'est-à-dire que ça enrichit, c'est un petit peu comme la France. Oui, mais la France, le réservoir des joueurs de l'équipe de France, c'est un petit peu les différentes communautés qui y a là-bas. Oui, parce qu'en Allemagne, vous avez des Albanais, des Turcs, des Somaliens, des Syriens maintenant. Donc, alors le réservoir. Donc moi, si je comprends bien, c'est la formation allemande qui est changée de priorité. Donc le rôle. Voilà, je vais sur deux trucs de répondre à deux questions. Pour finir ce que je disais, c'est-à-dire que en Allemagne, du coup, dans les formations d'entraîneurs, on nous a formés à apprendre à des joueurs à dribbler. Et on nous a formés sur des exercices qui poussaient en fait le joueur à dribbler, et même où ils ont changé les règles dans les catégories jeunes pour forcer le 1 contre 1. Donc ils sont arrivés jusque-là à réfléchir, à dire comment on peut forcer et arrêter de faire les passes latérales de combinaison et que le joueur il se retrouve face à un adversaire pour être obligé de le dribbler et s'entraîner là-dessus. Et en France, si on parle de la France, c'est la région parisienne qui est le plus gros vivier de footballeurs au monde maintenant. Et en fait, quand on regarde, et c'est tous les recruteurs, moi qui étais recruteur pendant 3 ans, on me disait tout le temps, non, je squattais l'Île-de-France, je devais tout le temps être là-bas, et de faire le tour de tous les quartiers, parce que c'est là-bas où il y a encore plein de cités, et les jeunes, ils descendent, et puis ils jouent, et ils se confrontent les uns aux autres, et il y a une grosse masse de population, ce qui fait que ça tire tout le monde vers le haut. Alors que quand on est dans un village au milieu de la France, ou n'importe où, et ben le jeune, il a dans son village une 50aine de personnes, et puis il n'a pas les 1000 personnes avec qui il se confronte. Donc c'est une des raisons, en tout cas, qui avait été en Allemagne identifiée, et sur lequel ils essayent de trouver des solutions. Et moi, ça fait un moment où j'essaie d'expliquer tout ça ici en Algérie en disant il faut qu'on mise un paquet sur la formation ici en Algérie parce qu'on a un vivier incroyable de joueurs talentueux. On a ça dans les gènes. C'est inné, c'est dans nos gènes. Et si on accompagne ces joueurs-là très jeunes, c'est pas à partir de 12 ans. 6 ans, 7 ans. Voilà, c'est 5 ans, 6 ans. 6 ans, 7 ans. 6 ans, voilà, c'est à partir de 6 ans, de 6 ans à 10 ans. Il faut qu'on les accompagne, qu'on les forme. Et un joueur aussi. Et un joueur, c'est aussi pas un joueur à 20 ans où il est encore jeune, parce que nous, dans notre mentalité, souvent aussi, j'entends souvent dire un joueur, 20 ans, il est jeune. À 20 ans, il est plus jeune. Oui. Il est plus jeune. À 20 ans, c'est une révélation en Europe. À 20 ans, il a terminé. Ouais, je peux vous dire, à Leverkusen, nous, on cherchait des joueurs de 18 ans, 19 ans. C'était les critères. On veut, la politique du club, c'est avoir l'équipe la plus jeune d'Europe, qui joue la Ligue des Champions. Et il fallait des joueurs de 18-20 ans. Mais moi, quand je cherchais un joueur de 18-20 ans, il avait déjà fait 30 matchs en Ligue 1, au minimum en France. Donc c'était ça, c'était un joueur qui avait connu une saison au minimum, qui était là et qui était une valeur sûre, sur lequel... voilà, donc c'est pour ça qu'un joueur, moi je dis ici en Algérie, à 17 ans, il faut le mettre en Ligue 1. Il faut arrêter de dire, en plus on dit que notre championnat il est pas bon, et d'un autre côté, on met pas des jeunes de 17 ans. Donc vous voulez quoi après? Si vous voulez qu'on puisse être compétitif à l'international, ou dans les autres pays, les jeunes à 18 ans, ils ont déjà 30 matchs en première division. Nous, si nos jeunes à 17 ans, ils sont pas capables de jouer dans la Ligue 1 algérienne, ben en fait, ça va pas. Et en fait, après, il faut découler. Faut en fait avoir ça comme stratégie. C'est-à-dire, à 17 ans, nos meilleurs jeunes joueurs, ils doivent pouvoir jouer dans la première division du pays. Donc, il faut, derrière, en amont, pouvoir faire le cursus pour les préparer jusque-là. Merci. Oui, mais il y avait aussi des joueurs talentueux et les entraîneurs ont dit qu'ils n'avaient pas encore le niveau. Moi, je vous prends un exemple comme Jabo, Abdelmouna Jabo, il a été à un certain moment brimé jusqu'au point où il avait plus de 20 ans passés, et on lui dit qu'il était un peu trop jeune, qu'il ne tenait pas de 90 minutes, etc. Donc, c'est un regard un petit peu biaisé. Oui, c'est tout. C'est des exceptions, Jamal. Karim, il parle du cursus de la formation. Oui, je sais. Donc, c'est-à-dire que nous, on a un vivier, c'est clair. Oui. Il faut aller à la base pour essayer de... Parce que le joueur arrive à 17 ans, 18 ans, on dit qu'il est encore trop jeune. Ouais. On n'ose pas le mettre... Moi, je me rappelle, il y a des joueurs, de grands joueurs algériens.
Je vous cite Betroni, Omar Betroni par exemple, ou Edfi, à 17 ans et demi, ils étaient non seulement seniors, mais en équipe nationale. Ils sont arrivés même en équipe nationale à 18 ans. Exactement. Parce que aussi là, c'est la petite. Il y avait, parce que les gens osaient à l'époque, il y avait des gens. C'est ça la véritable crise en Allemagne. C'est qu'il y a un problème de génération. La transition vers une autre génération. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver les lames, les grands joueurs qui sont déjà passés, des champions du monde qui sont déjà passés à la Mannschaft. Donc la période de transition, ça va être très difficile. Très difficile. Ça fait déjà 12 ans. Exactement. Et que reste-t-il, justement, que reste-t-il de cette Mannschaft de 2014 ? Que le nom pour l'instant. Des miettes. Mais quand vous regardez, si vous regardez un peu plus statistiquement, si vous avoir des données un peu plus concrètes, en 2014, il y avait, je crois que c'était 7 joueurs du Bayern de Munich, et il y en avait 4 ou 5 de Dortmund. Ouais. Mais c'était tous quasiment des titulaires de l'équipe. Hein. Oui. Parce que là, il y a 5-6 joueurs du Bayern, mais il y a plus de la moitié qui sont remplaçants. Et il y en a 3-4 de Dortmund. Mais aussi, ils ne sont pas tous titulaires. Et quand on regarde dans les titulaires, c'est des joueurs qui jouent un peu plus. Un peu plus. Ils jouent voilà. Un peu partout en Allemagne. Arsenal, il y en a qui jouent là-bas. Donc, ils sont pas. C'est pas. Alors qu'avant, ils jouaient tous les titulaires dans 2 ou 3 clubs différents. Donc, en gros, la Bundesliga ou le Bayern et le Dortmund ne produit pas assez de joueurs pour la sélection. En fait, c'est le championnat local dans un pays aussi, c'est une très forte valeur ajoutée pour l'équipe nationale parce que maintenant on parle du Bayern, mais si on regarde l'Espagne, quand elle est championne du monde, les joueurs ils jouent Barcelone, Real Madrid. Voilà, c'était la plupart des joueurs ils jouaient là-dedans. Exactement. Donc, et en fait il y a toujours une corrélation entre un noyau de joueurs qui jouent tous ensemble pendant l'année et ils arrivent en équipe nationale. En fait ils sont déjà. Et nos ossature, bien sûr. Ouais. Khaled, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe à autre chose, peut-être au Paraguay, qui a donné une leçon de réalisme à l'Allemagne, et jusqu'où cette sélection peut-elle aller dans ce mondial ? Comme l'a dit Jamal, je pense qu'au prochain tour, si on contre la France, ça va être fini. Mais oui, quand vous êtes discipliné et avec beaucoup d'agressivité, vous êtes capable de mettre pas en danger, mais en difficulté ou créer des problématiques à n'importe quelle équipe. C'est ce qu'ils ont montré. Mais il y avait déjà un signal d'alarme contre l'Équateur. Alors certains disaient que c'était le 3e match, qu'ils avaient peut-être levé un peu le pied les Allemands, mais non. Ils avaient fait jeu égal contre l'Équateur. Ils ont même pris un 2e but en fin de partie. Donc non, cette équipe allemande ne fait plus peur parce qu'elle a moins de talent, tout simplement. Tout simplement. Et puis, quand ça parle aussi de désillusion et de sortie précoce du tournoi, on évoque aussi les Pays-Bas. C'est un autre exemple. Donc, la 3e élimination de suite au tir au but des Néerlandais en Coupe du Monde contre le Maroc en 8e ou 16e de finale. Une contre-performance qui a fait réagir la presse locale qui a dénoncé une rupture avant l'ADN du football hollandais. Et oui, c'est plus le football total comme on aimait le voir. Le football européen est en train de changer de dimension. Non seulement il n'y a plus ce collectif, il n'y a plus d'individualité, de grandes individualités, mais il y a plus de collectif. Le collectif que nous voyons à un certain moment, avec les Gullit, je ne parle pas de Cruyff et des Neskens à l'époque, hein. Ça remonte trop loin. Ça, c'était le football total. Football total. Parce que tout reposait sur une équipe qui s'appelait l'Ajax d'Amsterdam. Maintenant, c'est totalement différent. Les joueurs reviennent un petit peu de différents horizons. Ils jouent dans des clubs étrangers aussi. Bon, hier, j'étais très déçu par Van Dijk. Patron, capitaine d'équipe. Normalement, c'est lui le leader. Il se laisse, je sais pas, il se laisse tromper par une balle aussi anodine, pratiquement, parce qu'on jouait le temps additionnel. Et même sur le plan présence, on l'a pas senti. L'équipe a été un petit peu vraiment bousculée hier, hein, l'équipe néerlandaise, il faut le dire. Et puis, je veux ainsi. Est-ce que vous pensez que le football mondial s'est un peu aseptisé ? Bien sûr. Oui. Donc du coup, si le football, il y a un peu moins d'individualité. Je veux dire, aujourd'hui, quand on voit un joueur faire un passement de jambe, c'est limite s'il mérite le ballon d'or. En fait, c'est ça. C'est parce qu'il n'y a plus de talent, donc on starifie rapidement un joueur qui n'a rien prouvé. On en fait une vedette et on attend beaucoup de lui, mais finalement, il n'a encore rien prouvé. Donc on revient sur le débat, ce qu'a dit tout à l'heure Karim. Moi, j'ai l'impression que le football européen est devenu un football lisse. Tu regardes le match, tu n'as plus d'émotion, tu vois plus de choses créativité. On pourra aussi débattre sur le Brésil, parce que ça s'est mondialisé aussi.
Donc non, il y a une perte de talent. Et puis en plus, si les joueurs que vous starifiez rapidement, donc ils font moins d'efforts, donc ils ont moins de mentalité, donc au moindre obstacle, ils se font balayer, tout simplement. Et pour compléter tout ça, c'est pour dire que du coup, le niveau il est en train de s'égaler un peu partout, parce qu'en fait, c'est basé que sur de la tactique, donc c'est une cohésion d'individualité. Et donc ça, du coup, s'il n'y a plus il n'y a plus des joueurs qui font la différence nulle part. En fait, c'est basé que sur la tactique. Et la tactique, c'est des choses que en Afrique du Sud, on peut connaître aussi bien qu'en Hollande, qu'en Amérique, qu'un peu partout. Et c'est pour ça qu'en fait, là, les pays comme la Hollande qui perdent contre une équipe africaine, ou n'importe quelle équipe qui perd contre une équipe africaine va dire « Ah oui, notre football est en crise ». Ben non, c'est fini en fait. Il faut se rendre compte que même maintenant, une équipe africaine, si elle est bien organisée, un pays africain, elle peut rivaliser en fait avec n'importe quelle nation. Mais il faut... Ce qu'a fait le Paraguay. Il y a un petit peu un nivellement par le bas. Hein. C'est-à-dire que les équipes africaines sont en train de gravir un petit peu les Lorsqu'on voit l'équipe néerlandaise jouer 3 équipes maghrébines l'une après l'autre, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, c'est 2 défaites pratiquement, 2 éliminations. Une élimination et un match amical aussi. Une défaite contre l'Algérie aussi. Une petite victoire contre la Tunisie, 3-1. Donc, une Tunisie malade. Oui. Donc c'était pas grand-chose, ils n'ont rien montré de spécial. Et Mostafa, justement, c'est ce qui a été critiqué justement par la presse néerlandaise, qui a critiqué le style de jeu, qui est devenu très prudent selon elle. Elle a critiqué aussi Ronald Koeman, et elle a critiqué aussi l'identité du jeu, on va dire néerlandais, ou de l'ADN néerlandais. Si on voit quelques individualités de cette sélection hollandaise, je pense qu'ils ont beaucoup d'individualités. Après, dans le collectif, ils trouvent des problèmes. Individualité, en fait, quelle est la définition de l'individualité? Ils ont besoin d'individualité. Est-ce qu'il y a de la créativité là-dedans? Individualité individualiste. Voilà. Mais la question, c'est est-ce que cette équipe a une identité, l'identité néerlandaise? Ils ont perdu toute leur identité. Je pense que Ronald Koeman n'arrive même pas à donner cette identité tant attendue par les Oranges. Je pense que c'est vrai que difficilement ils sont passés dans les poules. Après, quand il y a un match à élimination directe, je pense avec un adversaire, je pense qu'ils pouvaient facilement y passer, malgré que en deuxième mi-temps de ce match, ils n'ont rien montré. Ils ont reculé après le but aussi. Donc c'est compliqué pour cette sélection au fil des années, comme la même chose comme la Mannschaft. En fait, individualité, c'est un nom par rapport à un club. Oui. Par exemple, on voyait les Lego chez Gapke de Liverpool. Donc on va dire que c'est un joueur, il y a une individualité, mais quand vous voyez le contenu, est-ce qu'il vous fait peur techniquement? C'est athlétique, c'est quelqu'un d'athlétique. Voilà. Si vous mettez un joueur comme lui athlétique, forcément il va avoir des difficultés. Il n'aurait pas cette créativité qui va lui permettre de trouver les solutions. Mais c'est pour ça, et ça, c'est ce constat-là, vous pouvez le dire à n'importe quelle équipe quasiment européenne, excepté la France, quand vous voyez l'armada qu'ils ont offensivement, parce que, pour revenir à ce qu'a dit sur l'île de France, et la créativité qu'ils ont dès le plus jeune âge. Oui. Ils ont les meilleurs joueurs à chacun des postes, la France, en fait. Offensivement, oui. Offensivement. Et dans tous les postes. Les remplaçants sont titulaires. Pratiquement dans tous les postes. Pour résumer, c'est plus des oranges, c'est des pamplemousses. Et puis l'élimination de Djamel, allez, pour écouter le poste du sélectionneur à Ronald Koeman. Et il a dirigé les Oranges sur 2 périodes différentes. Premier mandat février 2018, août 2020, et le deuxième, c'est depuis janvier 2023. Donc est-ce qu'il porte la responsabilité de cet échec? Je pense qu'il n'a rien apporté comme entraîneur, vraiment. Honnêtement, on ne sent pas qu'il y a une équipe qui a progressé avec Koeman. D'ailleurs, même lorsqu'il est parti à Barcelone, c'était une des pires histoires de Barcelone. Donc, moi, je pense pas. Je pense qu'il y a d'autres entraîneurs un peu plus compétents que Koeman pour diriger au moins cette équipe hollandaise. Parce que il y a quand même des individualités, il y a quand même un potentiel. Il faut savoir lui donner une identité de jeu. Allez, dernière question, répondre oui ou non, les Pays-Bas font-ils partie encore des plus grandes nations du football mondial? Oui ou non? Oui. Oui? Oui, sur 7e au classement. Donc, je ne sais pas si on tient compte du classement FIFA, bien sûr. Oui ou non? Si on parle de l'histoire, oui. Non, on parle de l'histoire, on parle de l'histoire contemporaine. Ouais. Après, quand on voit cette sélection sortie en 16e de finale, je pense que non.
C'est quand leur dernier titre? Le dernier titre. Dernier titre. Vous pouvez pas juger le niveau d'une nation après un résultat. Okay. Non, mais final. Non, parce après des résultats. 3 éliminations. Champion du monde, champion du monde jamais. Et Coupe d'Europe. Jamais champion du monde. Coupe d'Europe. En les années 70. D'accord. Les dernières Coupes d'Europe et dernières Coupes du monde, c'est quoi leur meilleur résultat? Je me rappelle plus, mais je sais que je me rappelle en 74. Pour moi, c'est pas une équipe qui fait partie du top. Du Gotha. C'est le plus, vous êtes le plus logique, Khaled Ali. Malheureusement, après l'Afrique du Sud, notre sélection africaine a quitté la compétition. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. La tête haute. Oui, battue de buts à 1 face à la Norvège, portée une nouvelle fois par un excellent Haaland très décisif. Et c'est la fin du rêve ivoirien, malheureusement. Ils verront mieux peut-être par la suite. Mais bon, c'est que, en tous les cas, ils se sont bien battus. Vraiment, contre la Norvège, ça n'a pas été facile parce que les Norvégiens ont mené 2-0, je pense. Non, ils ont égalisé 1-1. Ils ont égalisé 1-1, après, oui. Donc, ils les ont bousculés, vraiment, parce qu'ils ont raté des occasions très très nettes en fin de match. C'est dommage parce qu'ils auraient pu espérer encore passer un tour. Ils les ont fait douter, moi, c'est ça que je suis déçu, et un peu de déception par rapport à Côte d'Ivoire, parce qu'ils les ont fait douter, ils font le plus dur en égalisant. On voit dans les visages et même dans les comportements des Norvégiens qui sont dans une incapacité à trouver la faille. Et bizarrement, ils mettent le deuxième but d'une manière assez facile. Il y a de la naïveté, il y a de la déconcentration qui m'a déçu. Manque de réalisme. Parce qu'ils méritaient mieux, je pensais, à Côte d'Ivoire. Sur ce qu'ils ont montré en poule et puis même c'est ce qu'ils ont montré à travers ce match d'aujourd'hui, je suis vraiment déçu pour eux. Mais après, c'est comme ça qu'on apprend, malheureusement. Le gardien norvégien a sorti une balle qui allait dans la lucarne. Et puis, il y a l'affiche de prestige. Il y avait de la place, attention. Mustapha, avant de rendre l'antenne, Norvège-Brésil en 8e de finale. Que dire sur cette belle affiche? Oui, très belle affiche. Après, on verra la véritable équipe brésilienne face à un adversaire très coriace avec les Haaland. Donc, ça va être une partie très difficile. On va écouter Karim avant de très belle affiche. Finir l'émission. Belle affiche. Belle affiche, ok. Et du coup, donc la Norvège affrontera le Brésil le 5 juillet. Je veux dire, Brésil, c'est beau par le nom. Après là, sur le début de la compétition, on a vu plus de stars brésiliennes dans la tribune que sur le terrain. C'est vrai. Ce sera une belle affiche pour finir, Jamel? Non, c'est une affiche, oui. Mais c'est un match à voir, bien sûr. Mais moi, ce que je regrette, c'est que deux grands joueurs, soit Vinicius d'un côté, soit Haaland de l'autre, vont quitter la scène. Malheureusement, ils ne pourront pas poursuivre leur carrière, enfin leur chemin. Et l'un des buteurs aussi de la Coupe du Monde qui va quitter la compétition. Un des deux, ouais. Mais après, pour revenir sur Karim, vous dites meilleure affiche. Il y a quelques années, Brésil-Norvège, mais il n'y avait même pas photo. Et là, ça va être un match équilibré. Très bien, oui. Donc voilà, le football change. On connaissait le la Norvège football moderne. Merci. Avec Solskjaer, pratiquement. Merci, messieurs, pour cette belle émission. On se retrouve demain avec Antar Yahya, avec un bilan de cette... un bilan de Algérie dans les poules, voilà. On se retrouve demain, Inch'Allah. La team au complet. Oui, on sera au complet demain. Donc, merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. On se retrouve demain, même chaîne, même heure. Bonsoir. Bonne soirée. One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليس الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لابيو ديما مع الخضراء. Adulo!
يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts!